JOCR, oui, de la JOCR, mais journaliste France Bleu Auxerre. Justement pour la JOCR, comment ça va, Nico? Bah écoutez, ça peut caler bien après une telle victoire. On a passé un magnifique week-end du 11 novembre qui n'est pas terminé encore pour certains. J'avais un mariage en plus ce week-end chez mon meilleur ami d'enfance qui est supporter de l'Olympique de Marseille. Donc je lui ai d'ailleurs fait une petite dédicace après la rencontre. Il n'a pas trop voulu me parler du match durant le week-end. D'ailleurs, il avait autre chose à faire, à penser à s'occuper. Mais en tout cas, on en a bien parlé. On en a bien rigolé, quoi. Lui, il rigolait pas trop, mais moi, j'avais plutôt la banane. Vous devez vous en douter. C'est vrai que c'est rigolo que ça tombe ce week-end-là. N'hésitez pas dans le chat, hein, participer. On est là aussi pour ça. Installez-vous confortablement. Pour compléter le trio auxerrois, on est avec Emmanuel, supporter de la JA et journaliste dans sa vie professionnelle pour le magazine Libération. Tout à fait. Très heureux aussi d'être avec vous ce soir, hein. Franchement, très très belle surprise ce match. Moi, j'avais préfacé le match avec un autre média marseillais, peut-être ami avec la Minute OM, c'était avec FC Marseille, je pense, leur compte Twitter. J'avais préfacé le match avec eux, et alors je leur avais donné mon pronostic qui était plutôt pessimiste pour la JOCR, puisque moi j'avais anticipé une victoire marseillaise 3-1. Donc autant dire que je suis d'autant plus heureux et très très surpris par le résultat de ce match, quoi. Effectivement, hein, le pronostic elle est plutôt dans ce sens-là, même dans l'instant prono, ici sur cette émission, on avait plutôt discuté justement d'une défaite de la JOCR. Naïm, je pense, pardon, que tu as été le premier surpris du résultat. Merci à toi d'avoir répondu présent et comment ça va ce soir? Bah, encore difficile, encore difficile à encaisser. Le plus dur à encaisser, c'est que la victoire aux Serroises est méritée. Et ça, c'est compliqué. Sur les contre-performances précédentes, c'était pas le cas. Les équipes avaient défendu, elles avaient tenu au Vélodrome. Mais là, c'est un peu différent. Mais je comprends du coup que je sois dans une bonne atmosphère autour de moi, même si pour moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et oui, forcément, l'atmosphère est plutôt positive ici. Trois Auxerrois, un Marseillais, vu le résultat du match. Euh, Exactement. c'est Ça fait cohérent. 3-1, quoi, au C'est final, normal. hein. On est toujours dans le thème, hein. Ça fait 3-1. Ce soir, le programme, c'est le même, hein, finalement, que d'habitude. Petite mise en contexte du supporter marseillais. Naïm, ce soir, les performances collectives, individuelles, le top flop, et puis on finira avec l'instant prono pour le prochain match après la trêve, la réception du SCO d'Angers. Pour commencer, donc, petite mise en contexte, Naïm, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Olympique de Marseille version 24-25 et à commencer par le mercato, brièvement, parce que c'est vrai qu'on s'en éloigne petit à petit, mais au 31 août, est-ce que toi et les supporters marseillais plus globalement sont heureux du mercato de l'OM? Alors justement, ce qui est très compliqué, c'est de généraliser à Marseille parce qu'on a de plus en plus une scission au sein des supporters, donc avec une partie qui est toujours très pessimiste, quoi qu'il arrive, qui est jamais, jamais satisfait, et une autre dont moi je fais plutôt partie, qui trouve que on a une équipe dirigeante de très très grande qualité, à commencer par Franck McCourt qui est décrié, je ne sais pas pourquoi, alors que je pense que lui, il fait exactement tout ce qu'il a à faire. Pablo Longoria qui est un très très bon président qui connaît bien le football. Mehdi Benassia qui a été très bon sur ce mercato. Et donc, on a ramené un entraîneur quand même de renommée internationale. Au niveau des joueurs, le mercato est très bon aussi. Enfin, encore une fois, j'ai un peu du mal à comprendre les critiques. Et c'est un peu une insatisfaction générale contre laquelle je me bats en permanence. Mais la réalité, c'est que malgré la qualité de nos joueurs, c'est un style de jeu très particulier qui se met en place et très difficile. C'est vraiment de maîtriser les matchs comme veut le faire Roberto De Zerbi. C'est compliqué. Et surtout dans notre championnat, moi je répète depuis des années, la Ligue 1 n'est pas le meilleur championnat du monde, mais pour moi c'est un des plus difficiles, en particulier quand il y a l'Olympique de Marseille, parce que c'est un des plus physiques. Et que quand tu joues des équipes qui tous les week-ends sont ultra motivées, parce que c'est peut-être le match le plus important, en tout cas celui qui les met le plus en évidence, et qu'en plus ce sont des équipes très athlétiques, et ça donne des matchs compliqués à jouer parce qu'ils peuvent rapidement fermer des espaces avec plus d'agressivité, plus de détermination et de concentration que d'habitude quand ils jouent au Vélodrome. Donc voilà, ça donne pour moi un mercato très satisfaisant, un très très bon effectif, un entraîneur de qualité avec un jeu ambitieux, mais qui nécessite du temps, et malheureusement c'est souvent ce qui manque le plus à Marseille. Ouais, effectivement, du temps. Après 11 journées, quel constat tu peux faire sur ce début de saison? Vous étiez deuxième au coup d'envoi en tout cas. On va voir avec quelle position vous finissez cette journée, mais vous étiez deuxième au coup d'envoi. Euh, Pourtant, l'atmosphère dans le stade est quand même
tendu. Les supporters sur les réseaux sociaux, on les voit quand même très pessimistes. Et Roberto De Zerbi qui demande du temps. On voit que tactiquement, il faut du temps, effectivement, comme tu l'as dit, pour que ça se mette en place. Après 11 journées, quel est le constat? Le constat, déjà, quand on veut juger la valeur d'une équipe, c'est aussi de juger d'où elle vient. Donc la réalité, c'est que l'Olympique de Marseille était huitième du dernier championnat euh, et qu'on a totalement restructuré l'équipe. Quand on lit froidement le résultat, le fait d'être troisième à cette journée, pour moi, c'est plus que positif. On est en avance de phase, je pense, sur ce projet, de mon point de vue. Ce qui pose problème, en réalité, c'est deux choses. C'est un, les résultats au Vélodrome. Et ça, c'est dur pour nous à encaisser, même si c'est quelque chose qui est assez récurrent depuis quelques années, excepté l'an dernier où on a fait une énorme saison, on a perdu qu'un seul match, toute compétition confondue, contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est assez récurrent, ça s'explique justement par le fait que les équipes viennent bloc bas, laissent peu d'espace. Mais ça, du coup, ça rend quand même les choses compliquées. Et l'autre chose, en fait, c'est l'apathie dans laquelle on est dans certains matchs. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est les matchs de Strasbourg, d'Angers, de Paris et d'Auxerre. C'est la trop grande différence entre les très bons matchs et les mauvais matchs. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus dur à légitimer. Et c'est ça aussi qui fait mal à l'équipe actuelle. On ne peut pas se permettre, en fait, d'avoir des matchs aussi mauvais en termes d'engagement que celui d'Auxerre. Voilà, on Ouais, peut rater des choses techniquement. Oui. c'est vrai que, vas-y, Naïm, finis ton. Non, non, c'est ça. On peut rater des choses techniquement, on peut rater des occasions, perdre parce que tu n'as pas été efficace, ça c'est une chose. Mais autant de duels, avoir aussi peu d'agressivité, ça, c'est quelque chose qu'on tolère moins à Marseille. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a un style de jeu qui ne le permet pas forcément. C'est-à-dire que quand tu as 80% du temps le ballon, c'est difficile d'être agressif. Quand tu le perds face à des équipes qui font des transitions rapides, ils ont 10-20 mètres devant eux, c'est aussi difficile d'être agressif sans faire une énorme faute. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu des deux. Moi, voilà, je le répète dans la mytho même depuis le début de la saison, quand on me parlait de titres, etc. Paris a de l'avance sur nous. Bon, Paris, j'en parle même pas, mais Monaco a énormément d'avance sur nous. Des équipes comme Lille ont énormément d'avance sur nous, en théorie. Et le fait d'être devant eux après en journée, pour moi, c'est une super performance. Mais voilà, en fait, c'est trop dur d'être heureux de cette place-là avec des performances aussi mauvaises que celles de Strasbourg, d'Auxerre, d'Angers ou de Paris. Ouais, c'est vrai que on voit que vous avez plus de mal même contre les petits. On voit Angers c'était quoi? C'était une défaite contre Non, Angers, c'était un match match nul. nul, mais Et ils puis étaient au même, fond du classement à ce moment-là. Après, ils sont un peu remontés, mais ouais, même la c'était semaine dur. dernière contre Nantes, vous finissez par gagner 2-1 sur un exploit un peu individuel de Mason Greenwood, mais c'est plutôt compliqué. On me demande juste dans le chat si tu peux remonter un petit peu le son de ton micro ou essayer de le rapprocher un petit peu de toi, Naïm. Et puis pour finir la J'espère que ça petite. sera mieux comme ça. Ouais, ça devrait être bon. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est bon pour vous. Pour finir, pour finir la mise en contexte, pardon, la composition de l'OM sur le papier. Est-ce qu'il y a des choix forts? La titularisation de Lilian Brassier, pareil, le poste de latéral droit en concurrence. Qu'est-ce que tu peux nous dire brièvement de la compo de l'OM? Il est- Globalement, elle n'est pas loin de celle que j'aurais fait personnellement, mais effectivement, il y a des joueurs qui ne sont pas en confiance. Kondogbia a été très critiqué quand il était en défense centrale, parce que c'est un milieu de formation qui manque de vitesse. Enfin, et quand on joue haut, ça peut rendre les choses compliquées. Donc c'est assez légitime de mettre Brassier et de commencer à l'imposer, vu que c'est lui qui a le plus gros potentiel pour ce poste-là. Mais malheureusement, il était déjà très critiqué, il s'est déchiré sur ce match-là, donc ça va rendre les choses compliquées. Lirola à la place de Murillo, je pouvais le comprendre dans le sens où on était censé énormément dominer et qu'il est meilleur offensivement, mais moi Murillo c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui aurait sûrement été peut-être plus utile. Et c'est surtout, je regrette qu'il n'y ait pas eu Koné au coup d'envoi, c'est un joueur que j'aime énormément, mais pareil, qui a du mal à démarrer à l'OM. La réalité elle est moins individuelle en fait, si tu veux, que globale. Il y a quelque chose qui peut-être vous a pas forcément sauté aux yeux, vu que vous avez peut-être le regard au roi, vous vous concentrez avant tout sur votre équipe. Mais pour moi, ce qui est flagrant, c'est le manque de prise d'initiative de nos joueurs. Vraiment, dans des matchs face à des équipes regroupées, il faut tenter des choses difficiles, Ouais. il faut tenter des passes difficiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en évidence depuis un moment dans la Minute OM. Il y a un joueur qui illustre ça au maximum, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un joueur extrêmement rapide, percutant, qui a même une bonne qualité de passe. Et en fait, ça, tu le vois pas. Tu le vois pas du tout parce que toutes ses passes, elles sont vers l'arrière. C'est peut-être le joueur qui a fait le plus de passes en retrait alors que il a commencé milieu offensif puis ailier. Et en fait, c'est ça. Et il le répète souvent, De Zerbi, il parle de courage, lui, dans les choix.
Mais c'est ça, c'est de la prise d'initiative, tenter quelque chose de difficile, telle la passe de Balerdi sur Wai en deuxième mi-temps. Ouais. Voilà, ça c'est une passe difficile, c'est une passe risquée, avec une vraie prise de risque qui casse une ligne. Et ben ça, on le fait passer. On n'ose pas et tu peux pas te permettre de ne pas les donner parce que face à des équipes regroupées qui défendent bien, qui sont agressives et comme je le disais très physiques, donc qui peuvent réduire les espaces rapidement. Ben, si tu prends ton temps de contrôler, faire une passe latérale, revenir, ben, tu ne trouveras jamais l'ouverture. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on en parlera un petit peu après dans la performance collective de l'OM, mais j'ai noté hein, ce manque de prise d'initiative, de prise de risque à la passe, et j'ai trouvé que le seul joueur qui crée un petit peu de choses sur son côté, pas par la passe, mais plutôt par le dribble, Jonathan Rowe, en première mi-temps, est sorti très vite. On reviendra dessus. Parlons un petit peu de la JOCR. Commençons avec Nicolas. La compo de la JA, c'est relativement ce à quoi on s'attendait. Il y avait quand même cette interrogation sur la défense à 4 ou à 5, et puis ce poste d'attaquant encore, où on a une concurrence et un titulaire qui peine à se dégager finalement. Oui, c'est vrai que Christophe Pélissier, en conférence de presse, lorsqu'on l'avait interrogé, il ménageait un petit peu le suspense, à savoir est-ce qu'il allait repasser à une défense à 4, vu toutes les absences qu'il pouvait avoir, parce qu'au final, on n'avait qu'un seul vrai défenseur de métier, il me semble, sur le banc, c'était Opelnar. Mais personnellement, je ne le voyais pas repasser à 4, sachant que avec ses trois défenseurs centraux et ses deux pistons, il a trouvé et il fallait pas attendre la fin du match contre l'OM pour l'affirmer. Il a trouvé sa recette, c'est-à-dire, bah, mine de rien, cette ligne de 5 quand on est en défense avec les pistons, cette ligne de 4 au milieu, et puis cet attaquant qui vient parfois rejoindre un petit peu la ligne de 4 du milieu, c'est quelque chose d'assez solide. Donc, on n'était pas trop surpris, mine de rien, de voir bah, Raveloson et Akpa titulaires aux côtés d'Ocho pour cette défense centrale. Après, en attaque, c'est vrai que j'aurais peut-être attendu un Théo Bair plutôt titulaire qu'à la place de Sinayoko, vu ce qu'il avait pu montrer lors du dernier match contre Rennes, même s'il n'avait pas marqué, qu'il était sorti assez tôt. Je pensais qu'un grand gabarit comme Bair pour bouger les défenseurs marseillais, ça pouvait le faire. Il y a eu un autre choix et finalement un choix qui a été payant et je pense que c'était aussi une juste récompense pour la très belle entrée que Sinayoko a faite contre Rennes avec une passe et un but pour le 4-0 de la semaine auparavant. Et au final, ça a été quand même plutôt payant avec ce premier but d'entrée de Sinayoko qui n'a pas forcément réussi tout ce qu'il a voulu entreprendre, mais on sait que comme quasiment tous les joueurs de cette équipe, et c'est vrai que ça va être difficile de ressortir un top, mais il fait les efforts pour les autres. Il a une énorme caisse physique. Il faudra me le rappeler parce que je me souviens plus. Est-ce qu'il est sorti, Sinayoko? Je ne sais même plus s'il a fait tout le match. Euh, Mais en tout, il me il me semble, semble qu'il est sorti, hein. il me semble qu'il est sorti Mais à la place quoi d'Ado Onaiwu, non? Mais oui, voilà, Onaiwu et Baer sont rentrés en attaque notamment. Mais voilà, en tout cas, cette composition d'équipe dans la lignée, en tout cas dans l'idée que Christophe Pélissier veut transmettre à ses joueurs, on a retrouvé bah, une formation solide, solidaire. Il y a une stat qui manque de la part d'Opta, le statisticien en chef de la Ligue 1, c'est les kilomètres parcourus. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir, parce qu'il en avait aussi parlé à Christophe Pélissier il y a de ça deux rencontres bah, avant Rennes, où il disait que voilà, contre Saint-Etienne, ce fameux match ouais. charnière qui a été perdu par les Auxerrois, bah, la GIA avait couru 6 km de moins que Saint-Etienne, et au final, on s'était fait bouffer bah, physiquement et dans l'intensité. Là, on court autant, voire plus que l'équipe adverse. Et face à l'OM, qui certes a beaucoup le ballon, c'était quand même pas une mince affaire. Et voilà, ils ont été géniaux. Et j'anticipe peut-être un petit peu, mais voilà, en tout cas pour la composition d'équipe, bah, choix payant, les changements qui ont ensuite été faits assez tardivement, mais c'est aussi parce que l'équipe tenait le bon bout. Ils ont été bien faits. Donc voilà, dès la composition d'équipe, pas grand-chose, rien à dire, même si ce n'est sur les choix de Pélissier. Ouais, ouais, tout à fait. Sur la compo, pour finir sur le contexte, Emmanuel, rien de surprenant de ton côté non plus? Ouais, non, rien de surprenant. Enfin, moi, la petite surprise que j'avais, c'était de ne pas revoir Théo Bair
titulaire parce que je suis d'accord qu'il avait fait quand même un très bon match contre Rennes et que là, je pensais qu'il pourrait pas mal nous apporter aussi contre Marseille, mais j'étais aussi très satisfait de voir que Sinayoko était titularisé parce que moi, depuis le début, je crois beaucoup en la Sinayoko et même quand il était vivement critiqué, y compris dans les rangs des supporters au Serrois. Mais c'est un joueur qui donne beaucoup d'énergie et en vrai, on savait que face à Marseille, c'est un joueur qui serait précieux dans son pressing, le premier défenseur, qui se donnerait énormément, qui serait plutôt bon même en jeu de remise pour les contre-attaques, même si en vrai, au début du match, il a eu quand même aussi un peu de déchets quand même. Mais bon, évidemment, on l'a oublié, puisque après les contre-attaques fulgurantes qu'on a su placer ont fait oublier les petits déchets qu'il avait pu avoir un peu avant. Mais du coup, ouais, c'était la seule. Moi, c'était ma seule petite surprise. Après, si oui, c'est vrai que j'avais aussi eu le doute sur défense à 4 ou défense à 5. J'étais pas méga rassuré, honnêtement, de voir une défense Ocho, Raveloson, Akpa, même si Akpa, et aussi depuis son match contre Rennes, m'avait très agréablement surpris. Vraiment, je trouve qu'il monte en puissance. C'est plutôt Raveloson et Ocho qui me faisaient un peu plus peur, parce que Raveloson en défense à 3, moi je suis pas ultra fan, même si voilà, là encore une fois, il n'y a rien à dire ici. Et Ocho, pareil, je suis pas non plus un grand fan depuis le début de saison, mais c'était mes petites craintes, et là ils ont été très solides, donc voilà, franchement, Ouais, ouais, et Je pense, que si c'est Sinayoko qui a été titulaire au début de match, c'est parce que justement le staff de Christophe Pellissier s'attendait à avoir encore moins de possession qu'auparavant, vraiment dans les 30%, au final ils en ont eu 25, donc on était vraiment pas loin de la réalité. Et avoir un Baer qui certes peut être pas mal dans son jeu en déviation au pivot, sachant que Donovan Léon dans ce match-là a énormément allongé. Il a ouais. fait beaucoup de passes dans le dernier tiers, c'est ce qui ressort des statistiques. Mais je pense que oui, pour les attaques rapides, que ce soit en contre ou en attaque placée, même s'il y a eu plus de contre que d'attaque placée, un joueur comme Sinayoko peut-être offrait davantage de garanties et peut-être surtout pour les efforts défensifs, parce que Baer, il en fait des efforts, mais il a peut-être pas encore une aussi grosse caisse physique et une capacité de répéter les courses à haute intensité défensive qu'un Sinayoko. Donc je pense que c'était à dessein, sachant que voilà, le staff s'attendait à avoir encore moins de possession de balle que prévu dans ce système-là, et surtout face à un tel adversaire qui aurait le ballon. Ouais, c'est vrai que juste pour finir sur la composition, au-delà du niveau de Raveloson et Ocho, c'est surtout des joueurs qui sont en manque de rythme, hein. Raveloson, ça fait 6-7 matchs qu'il joue très peu. Ocho, ça faisait 15 jours qu'il avait absolument pas joué. Donc même au niveau du rythme, on s'attendait aussi à les voir un petit peu physiquement limités. Finalement, tous les deux ont réussi un match plein. On commence d'habitude avec la performance collective de l'équipe adverse, sauf que ce soir, on a nos deux invités au Serrois qui devront, notamment Nico qui devrait partir assez tôt, et puis Emmanuel peut-être qui finira pas tout à fait l'émission avec nous. Donc on va commencer par Auxerre. Je suis désolé pour toi Naïm, et puis on finira par l'OM avec les performances, enfin la performance collective de l'OM. On a déjà bien commencé, hein, bien entamé à parler de celle de la GIA. Nico, finalement c'est un plan de jeu qui se dégage depuis, on l'a dit, Saint-Étienne, avec un bloc médian voire bas là sur le match de l'OM qui explose en contre, qui exploite extrêmement bien les transitions offensives. On l'a encore vu vendredi soir. C'est parfait finalement ce plan de jeu. Oui, franchement, tactiquement, tout a été appliqué à la lettre. Mine de rien, voilà, quand cette équipe, elle doit jouer vite, ne pas trop se poser de questions. Je fais un petit parallèle un peu osé, mais on avait souvent tendance à dire, par exemple, qu'un Edison Cavani, quand il multipliait les touches de balle, il pouvait être beaucoup moins efficace, et que lui, il avait juste besoin d'agir un peu instinctivement. Pour certains joueurs de la GIA, c'est peut-être un peu le cas, mais je pense que, étant donné que tout est bien cadré, que c'est réglé comme du papier à musique, et puis on sait, le staff de Christophe Pellissier, alors vous me direz tous les staffs, mais peut-être plus que d'autres, utilise énormément la vidéo, on répète énormément les schémas à l'entraînement. Sur les coups de pied arrêtés, c'est pareil, c'est réglé comme du papier à musique, avec certaines tactiques au premier poteau, déviation, etc. Suivant si le corner est frappé à droite ou à gauche. Et là, en fait, on a
des joueurs qui savent parfaitement ce qu'ils font, qui compensent énormément les petites défaillances techniques ou même de placement qu'il pourrait y avoir. Et encore, quand il y en a, il faut quand même prendre la loupe pour les trouver. Ça bloque les espaces. Alors, certains vont dire que ça ressemble à un football un peu rudimentaire, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord, même si je suis plus adepte d'un jeu offensif, entre guillemets, chatoyant. Là, on a un jeu défensif et de contre-attaque qui, pour le coup, est chatoyant, qui est bien exécuté. Vous avez rarement des joueurs auxerrois qui sont pris à défaut individuellement parce que tout simplement, il y a des prises à deux, il y a des compensations. On sait que quand il y a un Mason Greenwood qui vient vous embêter, il vaut mieux être à deux qu'à un contre un, même si il y a eu souvent des 1 contre 1 avec Gidon Mensah qui a très souvent eu le dernier mot. Et là, on laissera notre invité marseillais nous parler un petit peu des performances individuelles, mais il y a eu aussi des défaillances marseillaises qui ont aidé les Auxerrois, que ce soit dans les erreurs défensives ou les choix offensifs pas très bien heureux. Mais globalement, la tactique, elle a été très bien travaillée et elle a été parfaitement mise à exécution avec plusieurs joueurs qu'on peut ressortir. C'est difficile de mettre un top, mais un Ahmed Junior Traoré qui illumine à chacun de ses matchs sa technique en mouvement, sa capacité à garder le ballon, à faire remonter le bloc adverse, son jeu en pivot, parce qu'il n'est pas très grand le garçon, mais je peux vous dire que pour lui prendre le ballon, le jeu de corps, la technique en mouvement, les feintes, c'est un véritable poison. Il obtient énormément de fautes, ce qui permet à chaque fois de faire en sorte que ce bloc auxerrois puisse remonter. Et puis, si on pouvait mettre un autre joueur, il y a Gaëtan Perrin évidemment qui lui est transfiguré depuis 3-4 matchs où je ne l'ai jamais vu s'éclater autant à courir et à défendre, même si on sait que c'est un type qui se donne corps et âme. Là, il fait des efforts défensifs de dingo. Offensivement, tous ses choix sont bons et il devient de plus en plus tueur, de plus en plus clutch en tant que titulaire, alors que souvent on le cantonnait un rôle de joker de luxe. Et puis un autre joueur à souligner, bon, il y a eu Donovan Léon qui nous a fait un ou deux arrêts déterminants à des moments où si on s'en était pris un, peut-être que avec l'appui du Vélodrome, ça aurait peut-être pas été la même limonade, mais je voulais faire une mention spéciale à un type qui apparaît pas dans les statistiques offensives, c'est Gideon Mensah, qui a fait un match stratosphérique. Il y a Alex Agia, tweetos bien connu de la communauté, qui fait des petits jeux de mots sympas avec lui en le comparant à Ferland Mendy, Ouais. avec son nom de famille, etc. Bon, là, c'est plutôt Marcelo Prime, parce que franchement, ce qu'il nous a fait, Gideon Mensah, les cafés crème, les doubles contacts pour éliminer son adversaire, une caisse physique incroyable, les allers-retours monstrueux. Je crois qu'il a eu, après, sur les statistiques, moi, je lui en aurais mis plus, mais 4 duels disputés, 4 gagnés, des retours défensifs et des tacles. Je crois que c'est un des plus gros tacleurs du match, si ce n'est le plus gros. Je crois que Lui, il a fait la misère, tout simplement. sur DAZN, ils annonçaient à la fin du match, je crois, 10 duels gagnés pour Mensah. C'était largement celui qui en avait le plus, hein. Que ce Ah, soit côté Auxerre ou c'est les Marseille. dribbles, pardon. 4 dribbles réussis Ouais, sur 4 tentés. Et les duels gagnés, ça doit être ce que tu as dit, en effet, Elliot. ouais, une dizaine ou en Lui, tout cas une petite dizaine. enfin, je veux dire, s'il est à ce niveau-là encore un petit moment, bon, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais il y a le mercato hivernal qui approche. Là, il est juste monstrueux, en fait. Donc voilà. Et à part ça, un collectif vraiment au diapason, tous dans un état d'esprit excellent. Et ça a été rappelé tout à l'heure, un mec comme Raveloson qui jouait peut-être un petit peu moins et qui a peut-être de l'avenir à ce poste axe droit, ou en tout cas en défense comme ça, quand il y a des copains qui sont là pour couvrir un peu les espaces dans le dos, etc. C'est comme dans un fauteuil. Donc franchement, tous collectivement, et puis l'entraîneur aussi, qui est pour beaucoup un plan maîtrisé à la perfection. Ouais, ouais, tout à fait, un plan maîtrisé à la perfection. Plusieurs choses à dire. La première, c'est vos questions dans le chat, la sardine, Maurice, etc. Vous inquiétez pas, je les vois. N'hésitez pas à me les reposer à la fin quand on aura un petit peu plus de temps. À l'image de Ravelosan à la relance, de Mensah, d'Ahmed Junior Traoré, on voit une équipe
qui prend de l'aisance technique, qui a que très très peu de déchets, très propre dans les transmissions. Emmanuel, c'est aussi quelque chose qui t'a marqué. Moi, sur les 2 derniers matchs, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ouais, ça m'a très très agréablement surpris parce que c'est ce qui nous avait manqué, je trouve, il y a 2 ans quand on était en Ligue 1, après l'arrivée de Pellissier. On avait vu qu'il avait déjà essayé de mettre en place ce système de jeu et cette façon de jouer un peu plus bas et de jouer en contre-attaque. Le gros problème qu'on avait, c'est que contre les équipes plus faibles, on avait un peu plus le ballon et on n'arrivait pas à faire grand-chose et on était paradoxalement moins bon contre des équipes plus faibles ou contre des équipes un peu plus fortes, puisque évidemment ce système de jeu il se prête encore plus il se prête encore mieux à des équipes qui ont beaucoup le ballon. Mais donc on n'arrivait pas à faire grand chose parce qu'on n'avait pas l'aisance technique pour réussir à faire des choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'étais vraiment choqué contre Rennes de notre niveau technique, de la façon dont on réussissait à aller rapidement vers l'avant, à combiner. Là, c'était à peu près la même chose dans une moindre mesure quand même contre Marseille. On a 2 joueurs, on en a parlé, Traoré et Perrin, qui se trouvent excellemment bien. Donc ouais, techniquement, c'est impressionnant. Même un Owusu, en fait, je trouve qu'il a aussi vraiment progressé dans l'utilisation du ballon. Kevin Danois, c'est une révélation. Je croise les doigts tous les jours pour qu'il maintienne ce rythme et que ce soit pas juste un petit passage surprenant, mais franchement, moi, je suis vraiment choqué des performances de Kevin Danois au milieu de terrain. Enfin, c'est assez fou quand on se dit qu'en Ligue 2, il n'a pas eu non plus vraiment beaucoup de temps de jeu, que quand il était utilisé, c'était même un peu plus haut ou en tout cas un autre poste. Là, dans l'entrejeu, franchement, il est exceptionnel. Il perd. Moi, j'ai pas du tout de stats en tête, mais du ressenti que j'en ai quand je le regarde jouer, il perd très très peu de ballons. Il est très malin dans son utilisation. Il joue pas tant que ça vers l'arrière non plus. Donc franchement, moi je suis très impressionné par Kevin Danois et donc plus largement par le niveau technique de l'équipe. Mais je trouve que Kevin Danois est de l'illustration du niveau technique que réussit à avoir l'équipe avec le ballon. Ça, c'est vraiment une très belle surprise. Et c'est ce qui nous permet du coup à bonifier ce système de jeu qui est mis en place par Pellissier. Parce que, après, moi, c'est juste que, en effet, le tout petit bémol que j'apporterais quand on parle du style de jeu de la GIA, évidemment que je préférerais quand même voir jouer la GIA l'année dernière en Ligue 2, qui était une équipe magnifique à voir jouer à tous les matchs où on avait la possession et les occasions. Là, on a évidemment beaucoup moins la possession, mais évidemment qu'on ne pouvait pas jouer comme on le jouait l'année dernière. Et c'est aussi pour ça que j'admire Christophe Pellissier, c'est que je trouve que la manière dont il s'adapte à chaque saison finalement à son équipe et aux autres équipes et à la division dans laquelle il évolue, ça c'est vraiment magnifique. Donc voilà, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment génial dans sa façon de s'adapter. Et même si on a un jeu un peu moins ambitieux forcément que la saison dernière, on arrive à proposer de très belles choses. Alors c'est pour ça que j'attends de voir, je le disais, le visage qu'on montrera aussi contre des équipes un peu moins performantes. Et le match contre Angers sera un très bon test à ce moment-là. Parce que je pense que eux, ils vont venir en nous laissant peut-être volontairement aussi un peu plus le ballon, parce qu'ils voient bien que les matchs, nos meilleures performances, c'est des performances où on n'a pas la possession et où on joue dans des attaques rapides, quoi. Donc ça sera intéressant de voir quel comportement on arrive à avoir aussi contre des équipes comme ça. Ouais, c'est vrai que sur les 4 matchs après la mise en place de ce système, c'est 4 plus gros que nous, en tout cas 4 à qui on a l'opportunité de laisser le ballon, à voir face à des équipes, même des équipes potentiellement plus grosses, mais qui lâchent le ballon aussi. Il y a des équipes dans le championnat qui refusent cette possession. Faudra voir effectivement, peut-être qu'on trouvera la première limite de système. Pour l'instant, elle est difficile à trouver, même si bien sûr il y a des limites à ce système, mais pour le moment, c'est rudement bien exécuté. Ça a été très très vite compris par les joueurs. Le staff s'est aussi bien remis en question. Et à l'image de ce que tu as dit, Emmanuel, et puis on a la Sardine aussi qui dit dans le chat, Pellissier fait majoritairement d'excellents choix. C'est vrai que là, hasard, mais je n'y crois pas honnêtement. La titularisation de Sinayoko, il délivre une passe décisive et il marque le premier but qui change quand même le cours du jeu. Parce que sur les 10 premières minutes, on a vu quand même une équipe je dirais, un poil plus haute que ce qu'elle était sur les 80 restantes. En tout cas, c'était plus à nous de faire le jeu et on l'a très très bien compris. Ça a été encore une fois extrêmement bien exécuté. On verra face au SCO, une équipe qui s'apparente à être plus proche en tout cas de notre niveau. On verra ce qu'on propose. En même temps, quand on regarde contre Rennes, il y a quand même beaucoup plus le ballon pour la GIA, avec des pistons ultra hauts. Et justement, ça avait été souligné par Bilal, enfin en tout cas collègue de Naïm dans la Minute OM. C'est une équipe qui peut changer très très vite d'approche, avec contre Lyon une ligne défensive très basse avec 2 défenseurs, enfin pistons officiellement, mais c'était plutôt des défenseurs latéraux quand même. Contre Marseille, c'était la même chose, alors que contre Rennes, on les a clairement vus quand il y avait même le ballon très bas sur le terrain pour la GIA, une ligne de 5 se créer devant,
avec l'attaquant de pointe, les deux ailiers qui rentrent très fortement dans le cœur du jeu avec Perrin et Traoré, et puis les latéraux Mensah et Hoover qui collent la ligne, mais qui permettent une solution supplémentaire et surtout qui permettent d'écarter le bloc adverse, donc étirer le bloc adverse. Donc honnêtement, c'est un système de jeu qu'il faut encore tester contre des équipes qui lâchent plus le ballon, qui nous le laissent plus. Mais c'est le prochain test contre le SCO. Et honnêtement, pour le moment, c'est plus que réussi. L'adaptation est très rapide. Naïm, brièvement, sur la JOCR, c'est une équipe, j'imagine, que tu regardes pas jouer tous les week-ends. Euh, donc, euh, donc Assez souvent, assez finalement. souvent quand même. Mais Ouais. qu'est-ce qui t'a plu, toi, sur cette équipe-là, vendredi soir? Ben, c'est ce que je vous disais un peu en préambule. Il n'y a pas de surprise en fait pour moi dans ce qu'a fait Auxerre par rapport aux autres. En fait, Auxerre a joué quasiment comme toutes les équipes qui viennent au Vélodrome, à part Paris cette année. Peut-être la différence quelque part, c'est que eux, ils sont venus avec un plan qu'ils exécutaient déjà avant. Une équipe, même une équipe comme Angers, c'est une équipe qui a beaucoup de très bons joueurs de ballon au milieu de terrain en zone offensive et qui dans les premiers matchs a pu essayer de jouer. Ben, ils n'avaient pas assez de bons joueurs pour faire ce qu'ils voulaient faire. Mais quand ils viennent au Vélodrome, ils se renient et ils se mettent en défense. L'exemple le plus flagrant, c'est Nice. Nice et Francaise, quand même. C'est quand même un des rares entraîneurs qu'on espère voir aller de l'avant. Et la Francaise, quand il est venu au Vélodrome, ils ont fait exactement le même plan de jeu qui a pas trop mal fonctionné. La différence avec Auxerre, ça a été l'efficacité. On a été plus efficace qu'eux et c'est pour ça qu'on les a battus. Mais ils ont fait la même chose. Ils se sont bloqués bas avec des joueurs qui allaient très vite devant, comme Jérémy Boga et Ali Chaud. Donc voilà, c'est la bonne méthode, mais Auxerre l'a beaucoup mieux maîtrisé. Peut-être justement parce que sur les matchs précédents, c'est déjà ce qu'ils avaient fait. Et ben c'est assez typique Ligue 1, hein, c'est une réalité. Hein, ça se porte très bien. Ce que vous disiez, justement, pour moi, ça ne me surprend pas. Au contraire, on disait que c'était paradoxal qu'ils avaient du mal contre les petites équipes. Ben non, ça ne me surprend pas parce que ben, il y a moins d'espace pour t'exprimer que face à des équipes comme nous, quand vous récupérez le ballon, ils ont beaucoup de temps. C'est aussi ça qui explique peut-être cette justesse technique que vous avez. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Par exemple, dans l'analyse du match contre Nantes, l'avant-match contre Nantes de l'OM, c'était un point que j'avais relevé. C'est que Nantes, qui avait un jeu de transition similaire, était très mauvais dans cette transition-là, avec beaucoup de déchets dans la passe, dans la construction. Et c'est là où OCR est bon. Et je pense que c'est aussi dû à la confiance accumulée sur les deux matchs précédents qui permettent ça. Et ça montre encore une fois à quel point le football peut tenir à peu de choses. C'est-à-dire que si par exemple la VAR n'avait pas fait son travail, ce qui arrive malheureusement trop souvent, Auxerre n'aurait pas eu son penalty contre Rennes. Peut-être que Rennes serait revenu à 2-1, peut-être que la fin de match aurait été totalement différente et que Auxerre ne serait pas arrivé avec cette confiance-là au Vélodrome. À la place, c'est un 4-0 à juste titre, parce qu'il y avait penalty sur l'action précédente. Et ça fait basculer beaucoup de choses, je pense, dans cette confiance-là et dans la justesse technique dont vous parlez, qui est quand même plus nouvelle que ce qu'on voyait en début de saison. Ouais. Et je pense que les deux sont liés. C'est surtout dû à la confiance et à la qualité quand même individuelle des joueurs il y a certains joueurs offensifs vraiment de bonne qualité, avec un Perrin comme on le disait, que je disais à Bilal justement que je trouvais son début de saison très moyen et que par contre sur les deux derniers matchs il avait été très 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 bon et c'est un peu ce que vous avez dit là. Donc voilà, bah, la confiance c'est primordial dans le football, dans la construction. Je pense aussi que malheureusement, vous allez avoir du mal, je pense, dans des matchs contre des équipes plus petites, parce que ben, les deux vont vouloir laisser le ballon à l'adversaire, les deux vont avoir très peu d'espace pour s'exprimer et plus du tout ces grosses phases de contre-attaque. Donc ça va être très intéressant, effectivement, le prochain match contre Angers. Ouais, tout à fait. Le duel tactique va être intéressant, surtout que c'est deux équipes qui se sont jouées les saisons précédentes. Donc on verra comment ça se déroule. Et pour revenir sur Perrin, c'est vrai qu'il avait eu un début de saison compliqué. Il avait même été mis sur le banc à une ou deux reprises avant de faire sa très bonne rentrée à Saint-Étienne. Et puis là, sur les quatre derniers matchs, tu l'as dit, hein, Nico, mais on l'a jamais vu prendre autant de plaisir à faire les efforts, à travailler pour le groupe. Et tu parles de confiance justement, Naïm. C'est vrai qu'on sent un groupe en pleine confiance qui garde la tête sur les épaules hein, malgré tout, mais en pleine confiance, qui à la bordure de rentrer dans l'euphorie. Par exemple, la fin de première mi-temps contre l'OM, on les sent beaucoup moins appliqués. Il y a quand même deux situations relativement chaudes pour l'OM. Bon, après, il y a quand même, je pense, un staff, puis même des cadres dans le vestiaire qui arrivent à remettre la tête sur les épaules à tout le monde. Donc, même si Nayoko, à la fin du match, qui dit qu'il va falloir continuer à travailler, etc., il n'y a pas du tout d'emballement dans le groupe, ou en tout cas, il le laisse absolument pas paraître. Donc ça, c'est quand même un élément positif. On va enchaîner sur l'OM. Et puis, bah, je vais forcément te redonner la parole. Naïm, c'est toi le mieux placé pour parler de cette Olympique de Marseille. On a quand même senti une équipe. Tu vois, moi, ce que je me suis noté pour l'OM, c'est pas très glorieux. C'est possession, stérile, du mal à enflammer le match,
peu d'occasions franches, du mal à créer des occasions franches. Finalement, tu l'as dit au début de l'émission, mais c'est une équipe qui peine à créer du danger. Oui, 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 clairement, comme je le disais, hein, par manque de prise d'initiative. Et tu parlais de Jonathan Rowe, mais qui était entre guillemets un des seuls qui tentait. Mais sur ce match-là, vraiment, je n'ai pas trouvé. C'est vrai, par rapport à ses standards habituels, il a presque rien tenté. Il y a une différence aussi avec les autres matchs qui avaient été mauvais. Je pense à Strasbourg par exemple, c'est que Greenwood à Strasbourg a été bon malgré tout dans un match où tout le monde a été catastrophique. Lui, il a fait des grosses différences. Et l'un des plus mauvais matchs qu'il ait fait, même si ben forcément il y a des prises à deux, c'est compliqué. Tout le monde veut le bloquer, tout le monde sait que c'est le danger numéro un. Et donc ça a été une des choses, mais le problème principal qu'on a du mal à régler actuellement, et c'est ce qui nous donne des très performants sous Tudor, c'est comme je disais, la Ligue 1 est difficile parce que les blocs bas et jeu très physique. Mais le revers de ça, c'est que la plupart des défenseurs de Ligue 1 sont quand même assez limités techniquement. Et donc, avec un pressing haut et intense, et ce que faisait très très bien l'OM de Tudor, on récupère le ballon rapidement. Et c'est ce qu'a fait l'OM en première mi-temps contre Nantes. Les 30 premières minutes contre Nantes sont très très bonnes dans ce registre-là. Contre Reims aussi au Vélodrome la première mi-temps, c'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué clairement face à ces blocs bas. Il faut les presser haut. Il faut ne pas les laisser respirer à la récupération du ballon parce qu'ils n'ont pas la capacité technique de sortir les ballons dans des périmètres très restreints. Et c'est là qu'il faut récupérer pour éviter justement d'avoir ces vagues après qui ont 50 mètres devant eux pour attaquer. Et ça, ben, je pense que c'est une des choses qui rend fou de Derby. Vous le voyez hein, sur le banc Ouais. comme il disjoncte. C'est que et clairement, pour l'instant, ils n'arrivent pas à appliquer les consignes. Les joueurs, c'est le seul point, entre guillemets, positif, si on peut appeler ça du positif, c'est qu'ils sont conscients que le problème, c'est eux. Clairement, c'est pas, vous savez, souvent quand ça va mal, tout le monde se rejette la faute, on se dit, ouais, on comprend pas les consignes du coach et ça. Non, là, clairement, c'est eux qui n'appliquent pas, c'est eux qui ne mettent pas assez les ingrédients, qui ne mettent pas l'agressivité nécessaire, l'engagement nécessaire. Et ben, s'ils ne retournent pas ça, malgré l'énorme qualité individuelle qu'on a, on va se retrouver très très souvent dans cette situation. Parce que tout le monde quasiment va venir en bloc bas, tout le monde va venir réduire les espaces. Et ça a toujours été un peu le cas parce que c'est l'OM, mais c'est aussi une résultante de la première journée. Je pense que la première journée a traumatisé beaucoup de monde et le match contre Brest a montré que les équipes qui voudront jouer au Vélodrome, qui voudront jouer contre l'OM et laisser des espaces un peu dans leur dos, ça sera dramatique. On a vu que Greenwood, dès qu'il a du champ devant lui, c'est d'une efficacité redoutable. C'est un des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu à l'OM dans la finition, dans le dernier geste, dès qu'il a du temps. Ben là, du temps, il en a plus du tout. Il a deux joueurs, voire trois joueurs parfois sur lui. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à régler. Il faut vraiment qu'on arrive à régler ce problème d'agressivité, de pressing et qu'on récupère le ballon très rapidement comme on l'a fait contre Nantes. Parce que ben, sinon, on va s'enliser dans des matchs compliqués et en plus, qui ne sont même pas agréables à voir. Voilà, le match d'Auxerre, vous, de votre point de vue, c'est la perfection et c'est normal. Vous avez fait exactement ce que vous vouliez faire, il y a pas de souci. D'un point de vue de supporter de l'OM ou même, j'ai envie de dire, d'un point de vue d'un supporter neutre, le match, il n'est pas intéressant parce que ben, forcément c'est mou, on casse le rythme. Les gardiens gagnent du temps parce que ben, ils savent que le but c'est qu'il y ait très peu de rythme dans le match. Donc voilà, il faut qu'on arrive à enflammer les matchs à la fois par le jeu, mais aussi sans ballon pour le récupérer rapidement pour vraiment forcer l'adversaire à rester dans ses derniers mètres et à subir une vraie pression. Ouais, c'est vrai que cette réaction à la perte a des caractéristiques hein, du jeu de Zerbi. C'est ce qu'il veut mettre en place, c'est ce qu'il a réussi à mettre en place dans les différents clubs dans lesquels il a entraîné, il a coaché. J'ai une très très bonne question pour toi, Naïm, qui nous vient du chat juste après. Je te la pose juste après. Nico, je crois que tu devais y aller à peu près dans ces horaires-là. Euh, ouais, ouais, bah, je voulais juste rebondir un peu Voilà, sur sur ce qu'a le dit sur notre l'OM. invité sur l'OM. Je pense que comme le disait très bien notre Jean-Marc Furlan national, c'est multifactoriel un peu ce qui s'est passé sur cette rencontre. D'un côté, on a eu des Auxerrois qui étaient assez hauts au niveau de l'exigence et au niveau de l'exécution technique, ce qui a pas mal gêné les Marseillais parce que certes, leur pressing n'était pas forcément bien coordonné et ils ont manqué d'agressivité, mais en face, ils ont trouvé quand même des joueurs de la GIA qui les ont énormément embêtés, rien qu'un Ahmed Junior Traoré pour lui prendre le ballon et sans faire offense aux Marseillais. Mais alors après, c'est un peu notre côté chauvin, mais un Ahmed Junior Traoré sur ce qu'il monte depuis le début de la saison, il a sa place à l'OM ou dans un autre club
du top 5, top 10 facilement. Et bon, on peut se griser parce que la GIA est huitième actuellement, mais quand vous avez un joueur comme ça, d'un point de vue technique, pour lui prendre le ballon, ça fait toute la différence et sans non plus minimiser le rôle des autres joueurs, je trouve que ça a permis aussi, et je le disais tout à l'heure, à cette équipe de la GIA de pouvoir remonter le bloc. Quand vous avez un Gideon Mensah qui est à ce niveau-là aussi, par rapport à Quentin Merlin, alors après, c'est peut-être facile de faire ce genre de comparaison-là sur un match, mais globalement, il y a ce côté de dire que l'OM n'a pas été bon, mais ne pas minimiser aussi le rôle de la GIA dans la contre-performance marseillaise. Et moi, j'ai trouvé que, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais que on a beaucoup parlé de possession de balles stériles et de manque d'initiative aussi. Je trouvais qu'il y avait une circulation de balles souvent en U. Hein, j'ai cru voir le Lyon sous Genesio des meilleures années, là, où ça passait d'un côté et de l'autre, mais sans vraiment passer dans l'axe, parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde qui était regroupé dans cette zone-là, et ça a été quand même bien étudié par le staff de la GIA. Et un des joueurs qui personnifie un peu ce manque d'initiative et ce côté un peu neutre, voire presque mièvre, hein, pardonnez-moi du terme, mais c'est parce que ce genre de joueur-là, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais un joueur comme Adrien Rabiot, j'ai quand même été pas mal déçu de sa performance parce qu'on sent que, voilà, à son époque PSG, c'était pas vraiment le même joueur, je trouvais. On sent que c'est un joueur qui, balle au pied, il peut faire avancer le bloc, il peut casser des lignes par les passes ou tenter sa chance de loin, parce qu'il a quand même une belle frappe. Et là, j'ai trouvé que c'était très compliqué. Et entre lui et Højbjerg, même si Højbjerg était un peu mieux sur ce match-là, je trouve que les deux joueurs ont un rôle, un profil un petit peu similaire, en tout cas sur ce match-là. Voilà, je trouvais que ça faisait contre-emploi, enfin l'addition des deux, ça s'annulait presque un petit peu. Et ce qui fait que la GIA, certes, a eu encore moins le ballon que sur les autres matchs, mais c'est aussi parce que ça leur allait bien que l'OM domine, mais sans forcément se montrer hyper dangereux. Après, très dur aussi de prendre le ballon à des joueurs comme Rabiot, Højbjerg ou encore Greenwood, mais du coup, on a cette possession de balle là qui est un peu qui paraît indécente comme ça, mais c'est parce que franchement, ils s'en faisaient rien, très peu d'initiative, et dès qu'ils voulaient en prendre une, ça se terminait par des passes ratées directement en 6 mètres. Et un autre joueur côté OM qui a vraiment été très défaillant, je trouve. Il y en a très peu à ressortir, mais un Mason Greenwood, certes, qui marque son 8e but, certes, il prend beaucoup de ballons, il provoque, mais je trouvais qu'il s'enferrait beaucoup dans des considérations un peu personnelles. En même temps, ça bougeait très peu autour de lui. Et, et j'ai pas trop compris non plus, peut-être que notre invité Marseille pourra s'en expliquer, mais son placement, c'est un joueur que je verrais plus 9,5 ou axial. Et là, on l'a vu vraiment toujours cantonné sur le côté droit. Et c'était un petit peu stéréotypé ce qu'il faisait. Donc, on attendait que la lumière vienne de lui, un contre un, et ça ne passait quasiment jamais. En face, il y avait un Gideon Mensah qui était au top du top. Mais je pense que c'est un peu dans ces secteurs de jeu, voilà, l'animation, et puis Greenwood qui a été un petit peu en dedans. Ouais, à l'image de Naïm qui va nous en parler juste après, mais à l'image de l'OL avec Malik Fofana, où on s'en est remis finalement côté Lyon, à envoyer le ballon sur un joueur sur un côté et s'attendre à des différences, à des différences par le dribble surtout, et puis déclencher une frappe. En plus, c'est ses ailiers faux pieds, Fofana à gauche, Greenwood à droite. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce ressenti-là, Naïm, sur le match de vendredi? Oui, Greenwood a fait, ce que je le disais, hein, il a pas fait un bon match, mais je pense que c'est quand même difficile de transposer des joueurs d'Auxerre à l'OM. Mais franchement, je le dis sans aucune animosité, hein, parce que comme je vous disais, c'est vraiment un club que j'aime beaucoup, la Auxerre. Mais je pense que si tu mets Traoré à la place de Greenwood, ben, entre deux, trois joueurs
dans cet espace-là, il va avoir beaucoup de mal. Et à l'inverse, tu mets un Greenwood ou un Jonathan Rowe qui récupère des ballons avec 40 mètres devant lui et des espaces. Et je pense qu'ils vont faire un carnage. Donc c'est très difficile vraiment de transposer. Même ça que j'adore vraiment je l'ai découvert moi très récemment contre Rennes. Et donc je viens de le voir faire 2 matchs exceptionnels. Ben, si tu le mets à la place de Quentin Merlin, le ballon, 3 joueurs dans la zone, toutes les passes fermées, des adversaires en face qui vont donner leur vie sur chaque duel. Je ne suis pas sûr que c'est ça que vous voyez là, que vous verrez avec pareil des grands espaces devant lui et sa vitesse pour les avaler. Donc c'est dur. C'est dur, c'est difficile de jouer à l'OM, c'est une réalité. C'est plus difficile qu'ailleurs, hein. J'ai toujours dit de toute façon que c'est quasiment un des endroits les plus difficiles parce qu'on a l'exigence du Real de Madrid sans les joueurs du Real de Madrid. Donc, et les adversaires, vraiment, je pense que les adversaires sont beaucoup plus motivés à l'heure actuelle, un club comme Auxerre est beaucoup plus motivé à l'idée de jouer l'OM que le Paris Saint-Germain, où ils partiront plus dans l'idée en disant, bon, là de toute façon le cap est un peu trop haut. Euh, et après, contre l'OM, c'est jouable, et je pense qu'on a encore, malgré tout, ce qui reste fou, peut-être une aura encore supérieure aujourd'hui à celle du PSG dans l'envie des adversaires. Donc voilà, par rapport à ça, je trouve que c'est dur de dire que certains joueurs d'Auxerre pourraient jouer à Marseille, mais la vraie réalité, je ne nie pas la performance d'Auxerre. Ils ont fait le match qu'il fallait, bravo, vraiment bravo à vous. La victoire est méritée, ne souffre d'aucune contestation, mais vraiment on a fait un très très mauvais match, peut-être sûrement le plus mauvais. Ce sont des matchs aussi qui se décident, vu la physionomie du match, le style de jeu, Pogba, ne pas faire d'erreur, bien défendre, jouer les contres, bah, qui se joue à l'ouverture du score souvent aussi, hein, c'est une réalité, et l'ouverture du score qui est donnée. C'est pas un mouvement construit, c'est une énorme erreur. Et bah, ça change aussi beaucoup de choses entre une équipe qui est en une énorme confiance sur les 2 derniers matchs et une qui est arrivée avec beaucoup de doutes au Vélodrome. Ça a aussi fait basculer. Avec ce style de jeu-là, grosse possession d'un côté, bloc bas derrière et des contres, ça se joue souvent à pas grand-chose, à l'ouverture du score, à une erreur d'inattention. L'erreur d'inattention et l'erreur technique a été côté marseillaise et ça a encore plus lancé au sein d'une bonne dynamique. Là où je te rejoins, c'est que, en tout cas, le plan de jeu a été très très bien exécuté, mais sans minimiser ce qu'a fait Auxerre, c'est vraiment ce que tout le monde fait en venant au Vélodrome et après ça se joue à l'efficacité et peut-être à ce que l'OM peut mettre dans le match. Et là, on a vraiment, vraiment rien mis. Tu as totalement raison. Tous les joueurs que tu as cités sont passés à côté complet. En fait, il n'y a aucun joueur à l'OM qui a été bon. C'est vraiment. Il y a Balardi qui a un peu relevé la tête en deuxième mi-temps en prenant des initiatives. C'est fou d'ailleurs que c'est lui qui ait donné les meilleurs ballons en deuxième mi-temps. Euh, mais c'est vraiment. Ça a été un non-match. Bien sûr parce que vous étiez bien en place, bien sûr parce que vous avez été très très bon dans vos transitions, mais on doit être capable de mettre plus quand même dans le jeu et proposer plus de choses. C'est pas normal qu'un Greenwood qui justement l'a trouvé individualiste parce qu'il n'avait pas la solution. Greenwood c'est tout l'inverse. C'est un joueur où souvent on se dit, vu le talent qu'il a, il ferait mieux d'y aller seul, mais il donne très souvent de bons ballons, il essaie dans la construction, il va pas- et c'est là où il est déroutant, c'est qu'il va pas toujours dans le 1 contre 1. Mason Greenwood à l'inverse d'un Dembélé. Lui, il jauge le moment, il donne souvent le ballon, et du coup quand il percute, ça fait souvent mal, parce qu'on s'y attend moins. Mais là, quand il reçoit le ballon, qu'il est entre deux joueurs, qu'il n'y a pas de mouvement autour, je pense que ces dribbles, il les a forcés. Et même si Mensa a été très très bon, et que je vous dis, hein, vraiment, j'adore ce joueur, de ce que j'ai vu de ces 2 derniers matchs, ben, des vrais 1 contre 1, comme a pu en avoir Traoré de l'autre côté avec Duchamp, il n'y en a pas eu beaucoup en réalité. À chaque fois, Mensa, il avait du soutien, et ça l'a énormément aidé à gagner ces duels-là. Ouais, effectivement, hein, quand on regarde le système aussi en 5-2-3, 5-4-1, ça permet de quadriller très vite les côtés avec deux défenseurs plus le défenseur central. Ça fait presque trois joueurs présents en tout cas, avec en plus on le sait, nos ailiers qui descendent très bas pour venir aider les latéraux, donc enfin les pistons. Donc voilà. Après, c'est rigolo parce que ça fait 3 matchs de suite, donc Lyon, Rennes et Marseille, où l'intervenant adverse nous dit que finalement, son équipe a fait son plus mauvais match de la saison. Je pense que c'est pas non plus un hasard qu'on ait réussi à faire déjouer ces 3 équipes-là. C'est aussi un facteur positif pour la GIA. Embrayons sur les. D'ailleurs, Naïm, on félicite ton intervention dans le chat. On a Gouache qui nous dit j'aime beaucoup l'analyse de Naïm et je la partage. Il faut nuancer et savoir que le scénario a vraiment été parfait pour la GIA. C'est vrai que concrètement, ça a été très très bien exécuté et ça a en plus tourné en notre faveur. Parlons un petit peu des performances individuelles et puis poursuivre le fil conducteur de cette émission. On va continuer commencer par ceux de la GIA. Presque, j'ai l'impression, Emmanuel, qu'on pourrait citer tous les joueurs sur le match de vendredi soir.
Ouais, complètement. Après, moi, je pense que mon top, ça reste quand même Mensa, qui pour moi était vraiment le joueur dans le champ le plus impressionnant, autant défensivement qu'offensivement. Et Mensa, en plus, on n'est pas tant surpris que ça quand on est au Serrois de le voir bon offensivement, parce qu'on sait que c'est sa qualité première, c'est son apport offensif. Par contre, on peut émettre parfois plus de réserves sur son travail défensif, où parfois il peut être peut-être en manque de concentration parfois, ou en tout cas voilà, il peut avoir des petits problèmes de replacement défensif. Mais là, je trouve que contre Marseille, ouais, il a été concentré tout du long. En tout cas, j'ai pas en tête de moments où il a un petit peu décroché et où il aurait voilà, eu des problèmes d'errement défensif. Donc là, il a été complet et puis offensivement, voilà, il a été particulièrement impressionnant. Alors après, Mensa, on adore aussi parfois ses gestes quand il, par exemple, lâche des petits ponts dans son camp sur l'attaquant adverse. C'est le genre de geste, moi, qui me fait toujours un peu peur parce qu'en vrai, si tu rates ce geste-là, que tu perds ton ballon dans ton camp et que tu te prends un but derrière, tu te fais descendre par tous les supporters. Donc Mensa, il est vraiment sur un fil par rapport à ça, très très dangereux. Mais bon, quand ça passe, évidemment, on crie au génie et il fait le spectacle et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Donc c'est magnifique c'est magnifique à voir et c'est pour ça que derrière, tu as des tweetos serrois qui le comparent à Marcelo Prime, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'en vrai, c'est exceptionnel quand il fait ça, quoi. Donc voilà, donc moi, ça serait vraiment mon top, c'est Mensa. Et puis mon deuxième top quand même, je pense que je le mets aussi parce qu'il a parfois été critiqué, notamment en début de saison. Il y a beaucoup de supporters qui se sont posé la question de son niveau et est-ce qu'il avait le niveau pour la Ligue 1. Et je faisais partie aussi des réticences, c'est Donovan Léon. Donovan Léon, il gagne son face-à-face face à Eli Wahi. Je pense que quand il y a 3-1, donc si Eli Wahi marque, ça fait 3-2. Ouais. Pour moi, pas Eli Wahi qui rate son face-à-face, c'est vraiment Donovan Léon qui le gagne d'un super barré. Et ça, c'est le match, il bascule là aussi, parce qu'à 3-2, je pense que c'est vraiment pas la même fin de match au Vélodrome. Donc voilà, Donovan Léon, là, ça fait plusieurs matchs. Match contre Rennes aussi, un clean sheet, même si voilà, encore, on a parlé tout à l'heure du scénario un peu rocambolesque du match contre Rennes, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment saluer. Et puis là, il prend un but sur penalty, donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment saluer aussi la performance de Donovan Léon. C'est vraiment mérité parce qu'il voilà, il vient de loin aussi parce qu'il a été critiqué. Christophe Pellissier lui a fait confiance. Il a été critiqué par les supporters, mais là, il est là, il est présent. Et franchement, ça me fait hyper plaisir de le voir à ce niveau et de le voir vraiment décisif dans des gros matchs comme ça. Ça me fait super plaisir pour lui. Donc voilà, top 1 Mensa et top 2 Donovan Léon de mon côté. Ouais, ouais, et puis à l'image de Donovan Léon, hein, je le disais juste avant, mais toute l'équipe a réussi à se mettre au niveau, tout le monde s'est sublimé. Faut qu'on reste dans le timing, mais Nico, brièvement, les joueurs qui t'ont plu côté Auxerre, même si, enfin, ouais, effectivement, c'est presque trop dur de sortir un top 1, un top 1, top 3, de sortir vraiment les top top, quoi. Ouais, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Ahmed Junior Traoré, Mensa, Perrin, Léon. Voilà, si j'en avais, j'allais dire un seul à ressortir, c'est difficile, mais ces trois-là ont fait une prestation XXL, les autres ont fait une très bonne prestation, donc voilà, c'est comme ça que je ressortirais la chose avec un Mensa, un poison impassable en 1 contre 1, et puis les remontées de balles qui faisaient énormément souffrir les adversaires, un Traoré. Encore buteur et qui on est à son 5e but et il me semble pour ses 10 premiers matchs avec la JA, je crois que il y a que Zarmak et un autre Benjani. joueur qui m'échappe, Benjani, voilà, qui a réussi à faire ça. Donc ça situe un peu le niveau du bonhomme et il nous fait énormément de bien. C'est le leader technique, c'est un des leaders moraux aussi parce que on le voit qui harangue un peu ses coéquipiers, qui les replace très vite. Il subit énormément de fautes. Ça permet, comme il est impossible de lui prendre le ballon quand il est en forme comme ça. Et souvent j'ai peur hein, parce que sur un des premiers chocs contre l'OM, il se tient l'épaule. C'est pas la première fois qu'il se tient l'épaule. Il est peut-être un peu ciblé aussi là-dessus pour ça. Il est malin aussi parce qu'il reste pas mal de temps au sol pour bien casser le rythme, prendre son temps. Enfin, il a de l'expérience. C'est un joueur qui a quand même disputé, certes, c'était que 2 matchs, mais la Ligue des Champions la saison dernière avec Naples. C'est un peu l'OM à l'italienne, c'est ce que je disais dans mes sujets d'avant-match, de se dire que voilà, ce genre de joueur-là, qui a disputé la Ligue des Champions, qui a joué avec
De Zerbi avec Sassuolo qui est quand même, euh, on va dire, hyper complet techniquement, qui a vu plusieurs championnats. Enfin, c'est le facteur X, quoi. Et à côté de ça, bah, il rend les joueurs meilleurs, comme un Gaëtan Perrin qui, on en parlait en début de saison, était peut-être pas forcément bien parce que orphelin de Gauthier Hein, parce que il fallait se remettre aussi un petit peu dedans. Il aime bien jouer avec un autre meneur de jeu à ses côtés, voilà, pour s'échanger des ballons. Voilà, vrai reconnaissent vrai, j'ai envie de dire. Et quand les deux, ils arrivent à se trouver, ça fait énormément de dégâts. Donc voilà, ces deux-là, plus Mensa, plus Dono Léon, qui, voilà, petite mention aussi pour lui, parce que c'est vrai que quand on est dans une équipe qui n'a pas le ballon, mais qui subit au final très peu de tirs dangereux, comme c'était le cas, il faut être présent sur le tir ou les deux tirs que tu auras à sortir dans le match. C'est ce qu'il a fait. Et il ne faut pas oublier que euh, si la GIA a failli signer un deuxième clean sheet en deux matchs, c'est un peu grâce à lui. Finalement, il n'y a pas de clean sheet, mais il fait partie aussi de ce système défensif. Et au final, deuxième passe décisive pour lui. Alors, heureuse, comme la première contre Nice, mais ça compte aussi. C'est un peu travail à l'entraînement. Ils se connaissent bien. C'est ce que nous disait la Cincinnati. Moi, je sais que Dono, des fois, il allonge. Donc, je suis à la retombée. Là, on profite d'une énorme erreur de, de, de Brassier pour le coup. Faut pas l'oublier. Mais après, il faut réussir à la mettre, quoi. Et un joueur comme Sinayoko, contre qui on avait dit que au niveau efficacité, c'était pas trop ça, mine de rien, il carbure aussi, quoi. Donc voilà, un top un peu désordonné, mais vous l'avez compris, hein, c'est difficile de n'en ressortir qu'un, quoi. Et sur ce, je vais devoir vous laisser, mais c'était encore un plaisir de participer avec vous. Pas de souci, Nico, Euh, merci beaucoup et d'être venu. Et puis de toute façon, on a déjà pas mal traité merci le à vous. sujet, donc merci beaucoup pour ta présence. Et À pour, bientôt. oui, à très vite. Merci beaucoup. Dono Léon, c'est vrai que juste pour finir, il délivre sa deuxième passe décisive. Honnêtement, ça témoigne aussi de son très bon jeu au pied. On l'avait vu contre Rennes, on l'avait vu contre Lyon. Donc c'est intéressant, c'était pas sa qualité première. Et honnêtement, ça fait plaisir. Ah tiens, je vois qu'il y a Max dans le chat qui participe moins qu'avant. On te veut plus participatif, mon Max. Brièvement, parce que c'est vrai qu'on a déjà presque dépassé le timing. Naïm, sur les performances de l'OM, j'imagine que c'est difficile de retirer du positif. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui t'ont plu? Non, 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 il y a vraiment aucun joueur qui est sorti du lot. Wai et Koné ont un petit peu apporté. Wai a été tranchant, je trouve, dans ses appels, à l'image de Ouais. l'action, où je te rejoins totalement quand tu disais que c'est Donovan Léon qui l'arrête. Ils sont vraiment très très bien. Je trouve que le jet est au bon, même si on peut toujours dire qu'il peut la lever plus au moment où il frappe. Donc il a apporté un petit peu un allant. Koné pareil, sur une ou deux prises de balle. Il a fait une très belle prise de balle à un moment donné. C'est ce qui manque justement, une prise de balle vers l'avant. Et c'est là où il est très bon. Et j'espère que qu'on aura l'occasion de le voir, parce que c'est un joueur que j'ai analysé avant qu'il arrive à l'OM. Et en fait, il a un talent extraordinaire, ce joueur, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Donc voilà, c'est des micro-satisfactions. Non, les satisfactions, c'est de votre côté, c'est assez clair. On voit avec Traoré que vous parliez de Benjani tout à l'heure, mais vous avez toujours été très très bon pour trouver des talents un peu inconnus offensivement, hein, les GLN, les Nicolae, Akale, des joueurs comme ça. Vous avez toujours été très très bon à ce niveau-là. Et je pense que vous avez de bonnes choses à faire cette saison. Déjà, vous avez pris des points qui ne sont plus à prendre, et vous avez pris de l'avance dans votre objectif principal. J'étais assez élogieux avec Auxerre. Je vais quand même mettre un petit point négatif Bien sûr. sur. Et il y a Sinayoko qui a chambré le Vélodrome C'est après avoir vrai. marqué. Et ce genre de joueur un peu moyen qui chambre le Vélodrome, ça finit souvent mal. Pour le dernier, c'était Bilal Brahimi à Nice. On voit la carrière qu'il fait derrière. Donc malheureusement, je sens que lui, il va pas être très très bon pour la suite chez vous. Puis même, j'aime pas trop l'état d'esprit de ce jeu. Justement, j'étais assez surpris de voir que vous disiez qu'il avait un super état d'esprit. Bon, après c'est normal, moi j'ai un point de vue très extérieur par rapport à vous, j'ai moins d'infos, mais ce genre de joueur qui vient petit prendre le penalty à son capitaine pour pouvoir gonfler ses stats, j'aime pas trop cet état d'esprit-là. Mais bon, pour le reste, franchement, pour les objectifs que vous avez, je trouve que vous avez une équipe très très cohérente. Et comme je disais, la confiance est primordiale, surtout pour des équipes
de bas de classement. Vous n'êtes plus une équipe de bas de classement à l'heure actuelle. Mais pour des équipes qui ambitionnent de jouer le maintien, la confiance, c'est très très important. Et il faut que vous arriviez à surfer là-dessus. Parce que comme je pense que le match de Angers va être charnière, justement. Ouais. Si derrière vous faites une contre-performance face à un concurrent direct, comme ça a été le cas en fait depuis le début de la saison, Mm. c'est des points importants qui ont été perdus face au concurrent direct. Bah, ça serait dommage, ça tirer un petit peu toutes ces belles performances que vous avez fait jusqu'à présent. Donc je vous souhaite de confirmer contre Angers, hein. Ouais, j'espère qu'on pourra confirmer parce que c'est vrai que ça va être un match charnière comme tu l'as dit. On a des très bons résultats depuis 4 matchs, notamment. On avait battu Brest aussi juste avant. Donc on a pris des points contre les Européens ou les équipes qui sont censées être très bien classées. À voir justement contre ces équipes moins en tout cas qui s'apparentent à être plus proches de notre niveau. Angers, on joue à peu près dans la même cour, en tout cas sur ce début de saison, hein. L'objectif c'est clair, c'est le maintien. Pour les équipes d'ailleurs contre lesquelles on a perdu, hein, Le Havre, Nantes, etc. Ces équipes-là, l'objectif est clairement le maintien. Donc j'espère que ça pourra le faire contre le SCO. On va passer au top flop. Je vous explique brièvement. Ça peut être tout et n'importe quoi autour du match. Une célébration, celle de Sinayoko, ou un fait de jeu, un joueur, je veux dire le stade ou quoi que ce soit, n'importe quoi autour du match. Je sais pas lequel de vous veut commencer, messieurs. Je vous prends un petit peu de cours. Je sais pas si un de vous a son top flop dans la tête. Bah, Vas-y, pour moi, Naïm. le flop, clairement, c'est l'état d'esprit. L'état Ouais. d'esprit de l'OM globalement. Voilà, que ce soit dans l'agressivité, dans la prise d'initiative. euh, Ça a été une catastrophe. Au lieu de relever la tête après le premier but, on s'est écroulé et on n'a jamais senti vraiment cette révolte arriver, même après le 3-1 Greenwood. Là, on aurait dû vous acculer, en fait. Tu Ouais. sais qu'un match peut basculer rapidement mentalement. Donc voilà, ça, c'est clairement pour moi le point négatif. Et ben le top du match, j'ai envie de dire, c'est le collectif auxerrois, parce que Ouais. comme vous disiez, il y a quand même des individualités qui sont un peu ressorties, mais finalement, c'est vos meilleurs joueurs que vous avez mis en évidence, parce que ben, comme c'est les meilleurs, on voit un peu plus leur qualité, mais ça a été dur pour vous de sortir des tops, et vous avez sorti aucun flop, donc parce que collectivement, je crois que le gros top de la soirée, c'est le collectif auxerrois. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment ce qu'on souligne hein, depuis le début de saison dans toutes les victoires. Finalement, on a eu effectivement des individualités qui marquent, mais on a toujours retenu le groupe, le positif, l'application des consignes, le fait que tout le monde adhère au projet aussi. Et franchement, c'est vraiment ce qu'on retient à chaque fois. Il n'y a pas une victoire sur cette saison où on s'en remet à un triplé d'un joueur ou même à un but d'un joueur qui a surperformé, qui a frappé 5 ou 6 fois au but, etc. Jamais on s'en est remis à un exploit individuel, on va dire. Même si, bien sûr, par exemple, sur le match de l'OM, le troisième but, celui de Traoré, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça ressemble quand même à un exploit individuel. Je veux dire, il va travailler, mais il y a quand même cette application du plan de jeu, la transition, le jeu de l'autre côté. On balance une belle transversale, le contrôle est beau, ensuite l'action est belle, le but, la finition est magnifique, mais on s'en remet quasiment jamais à un exploit individuel. Donc c'est très positif, je trouve, C'est pour c'est la pour suite. ça, c'est pour ça vraiment, tu vois, que je te disais que je trouvais que Sinayoko, ça détonnait un petit peu ce côté. Je veux tirer le penalty sur les matchs précédents par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment, on dégage vraiment ce collectif côté Auxerrois. Après, il me semble, hein, Vas-y, Emmanuel, vas-y. Non, non, mais parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire, Sinayoko, et surtout que moi, Ouais. sa célébration clim après au 1-0, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, c'est ce match, évidemment qu'on le perd derrière, parce que faire le malin comme ça à la 10e minute de jeu au Vélodrome, je me suis dit, c'est très 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 risqué. Mais Ouais. après, je le disais moi au tout début, la Sinayoko, c'est un joueur qui s'est fait vraiment beaucoup critiquer par les supporters au Serrois parce qu'il avait beaucoup de déchets dans le jeu. Et donc moi, je trouve ça bien qu'il essaie, et je pense, enfin, je n'en suis pas sûr du tout, mais j'ai l'impression qu'avec Djibril Cissé, ils s'entendent aussi assez bien. Et je pense que Djibril Cissé n'est pas étranger aussi au fait de le pousser à prendre plus la confiance et d'agir encore plus, entre guillemets, égoïstement, mais aussi comme un vrai attaquant, comme un vrai neuf. Et donc d'aller vers ce genre de choses, de prendre les pénaltys, de jouer parfois peut-être de manière un peu plus égoïste. Alors ça, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça peut aussi permettre parfois à mettre un peu plus en confiance en attaquant. Et la Sinayoko, je pense que c'est quelqu'un qui en a besoin parce que voilà, il a connu aussi des périodes un peu plus difficiles à Auxerre, quoi. Ouais, et puis sur le péno, il me semble que c'est quand même presque plus Djoubal qui lui laisse que Sinayoko qui l'apprend. Et enfin, effectivement, hein, je suis d'accord avec toi. C'est sûrement que lui va lui réclamer, mais finalement, presque, on sent
avec ce groupe, on pourrait presque penser que c'est une vengeance, une revanche de tout le groupe sur le traitement médiatique qu'a subi Sinayoko, etc. Où finalement tout le monde souhaite qu'il aille toucher plus haut et qu'il marque ses buts pour faire taire un petit peu entre guillemets ses détracteurs. Après, on verra bien. Effectivement, faut pas non plus que ça se transforme enfin, que Sinayoko soit trop présent. Mais on verra sur les prochains matchs. Il va y avoir le revers de la médaille de la célébration? On verra bien. En tout cas, pour ton top flop, Emmanuel, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Ouais, mon top, finalement, il n'est pas sur le terrain, mais je voudrais quand même rapidement parler des tribunes, parce que j'ai adoré l'image du tifo auxerrois déployé dans la tribune visiteuse, donc ça, j'en étais très fier. Ceci dit, j'ai mis une petite réserve. Alors moi, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais j'ai vu des vidéos et des photos tournées de certains gestes de la part de supporters auxerrois, donc j'espère et je croise très très fort les doigts pour que les images qui ont circulé de certains gestes de supporters auxerrois ne soient pas ceux qu'on a pu leur prêter, parce que je serais très très triste et j'aurais profondément honte que les supporters de mon équipe puissent imiter certains gestes qui sont tristement exécutés par pas des supporters, mais des personnes d'autres clubs quand ils viennent au Vélodrome, parce que c'est vrai que c'est une habitude qu'ont certains groupes de supporters quand ils viennent au Vélodrome de faire certains gestes ou de mettre en avant le drapeau français par exemple. Donc voilà, moi j'espère ne pas avoir honte de mes supporters avec des gestes comme ça, parce qu'ils ont évidemment rien à faire dans un terrain de foot. Donc voilà, donc je préfère en parler en top, parce qu'il y a aussi la très 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 belle image du tifo auxerrois dans le parcage visiteur, et j'espère que les supporters auxerrois seront toujours connus pour des images comme ça et pas pour d'autres images honteuses. Donc voilà, ça c'est pour mon petit top, mais en même temps voilà, ma petite alerte. Et puis sinon, en vrai, oui, non, le mini flop, c'était plutôt sur ce que je voulais dire avant sur la célébration de Sinayoko, quand même, sur la clim. Attention à ce genre de geste, parce que là, évidemment, du coup, en plus, moi, après le match, j'en rigolais avec mes potes, j'étais content de revoir les gifs tournés sur Twitter avec la climatisation de Sinayoko, mais voilà, faut pas évidemment pas que ça se retourne contre nous, donc attention à ça aussi, évidemment. Ouais, et puis même pendant le match, c'est ultra risqué, tu l'as dit, mais enfin, je veux dire, on perd 2-1, ça tourne au ridicule, quoi. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être très très drôle. Euh, Je vous invite dans le chat à participer à l'instant prono tout de suite avant que je donne mon top flop. On gagnera un petit peu de temps. Allez-y pour le match après la trêve. C'est vrai qu'on se retrouvera dans 15 jours maintenant, puisqu'il y a encore cette trêve. C'est tout le temps et ça nous lâche jamais. C'est trêve internationale qui multiplie en plus les matchs. Allez-y dans le chat, donnez votre prono pour la réception du SCO d'Angers, Auxerre Angers. Donnez votre prono. Je vous afficherai le classement juste après avec un leader. C'est la première fois qu'on a un vrai leader dans l'instant prono. Avant ça, je vous donne mon top flop. Euh, sur, je serai pas très original, mais enfin, je dirais quand même, pour faire le contraste, justement, mon top, le collectif auxerrois et en flop, l'équipe marseillaise. Pour faire, enfin, je trouve que ça fait très bien le contraste avec finalement une équipe qui exploite, enfin, qui met extrêmement bien en place son plan de jeu, qui exploite les transitions à merveille, la JOCR, et de l'autre côté, l'OM qui n'arrive absolument pas à mettre ses ambitions sur le terrain, à retranscrire ce que son coach et le staff voudraient mettre en place. Donc finalement, je trouve que c'est un contraste assez fort. Espérons pour l'OM que ce soit un mal pour un bien, même si le mal est limité, puisque Marseille va finir la journée dauphin du PSG, ou troisième, non, parce que Monaco a gagné, donc troisième. Donc finalement, un mal pour un bien, on s'entend. Si la GIA était dans cette situation, on prendrait absolument tous. Mais la GIA est pas si loin que ça de l'OM. Du coup, je crois qu'il y a 4 points entre les deux équipes. Ça peut aller très très vite, on le sait, dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, mon top flop, ce serait le contraste entre ces deux équipes-là. Un plan de jeu qui peine à se mettre en place côté OM. Ce qui est déjà très positif pour vous, et ce que moi je prendrais comme signal fort pour les supporters, c'est que tout le monde est au courant. Les joueurs, le staff, les dirigeants, tout le monde est au courant que ça va se mettre en place, que ça peine à se mettre en place, mais que finalement l'OM est encore en avance, je pense, comme tu l'as dit Naïm en début d'émission, sur ses objectifs. Donc on verra bien la poursuite de la saison pour l'Olympique de Marseille. Et puis pour la GIA, bien sûr, on attend la réception d'Angers. On a souligné les possibles difficultés rencontrées contre ces équipes qui vont nous laisser plus le ballon. On verra si la teneur du match se transforme un peu comme contre Rennes, où finalement la GIA a su se mettre au défi et planter et conclure ses occasions, et finalement avec une ligne très très haute en attaque, et puis surtout une ligne de défense assez haute avec le ballon.
On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre prono dans le chat. Messieurs, si je vous demandais votre avis, allez, on commence par Emmanuel. Si je devais demander ton avis pour la réception du SCO, qu'est-ce que tu me donnerais comme résultat? Eh ben, j'ai juste avant de donner mon prono, c'est pour ça que là, je rebondis sur ce que tu dis. C'est hyper important pour nous, les supporters auxerrois, de surtout pas s'enflammer parce que notre façon de jouer fait qu'on va avoir des grosses galères contre des équipes parfois, on le disait, mal classées et on va forcément avoir des périodes où ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, il faut vraiment, je pense, pour pas qu'on ait de mauvaises surprises, il faut qu'on regarde derrière nous et pas trop devant nous. Il faut pas qu'on se voit plus beau que ce qu'on est. Franchement, on fait des très belle performance, mais je pense qu'on va quand même évidemment jouer le maintien beaucoup plus que l'Europe cette saison, et c'est normal. Donc voilà, je voulais juste placer ça. Et après, sur Angers, moi, je pense que la trêve, en fait, elle tombe bien finalement pour la JOCR maintenant, parce que ça va permettre aussi à Pélissier de faire redescendre un petit peu tout le monde. Je pense que ça aurait presque été un risque qu'on enchaîne directement. On se serait peut-être vu finalement un peu trop beau là en accueillant Angers tout de suite chez nous. Donc je pense que la trêve elle va peut-être faire redescendre un peu tout le monde. On va pouvoir bien retravailler. Pélissier va pouvoir rappeler à tout le monde que Angers c'est une équipe de notre mini championnat contre laquelle on va avoir du mal, que eux ils vont vouloir aussi prendre des points évidents parce qu'on a un concurrent direct. Mais du coup je pense, mais le problème c'est que moi je suis très mauvais en prono et que j'avais parié 3-1 pour Marseille et qu'on a gagné 3-1. Donc j'ai très très peur de si je parie une victoire aux Serroises, mais en vrai je pense quand même qu'on va gagner. On avait gagné la saison dernière en Ligue 2 avec un scénario un peu rocambolesque. Allez, je pense qu'on va gagner 2-1. Je pense qu'on va gagner 2-1 contre Angers le 24 novembre. Ouais, honnêtement, c'est un résultat qu'on prend, les 3 points, toujours pour continuer sur la lancée, avoir la physionomie du match, mais effectivement, c'est un résultat sur le papier. Moi, je signe directement. Naïm, est-ce que tu seras devant ta télé déjà pour SCO, enfin pour Auxerre AJ SCO, et puis donne-nous ton prono. Bah, je regarde beaucoup de matchs le dimanche, c'est le jour un peu tranquille. Donc, et le Auxerre joue souvent le dimanche. Tu sais si c'est dimanche le match contre. Il me semble que c'est le dimanche à Eh ben 17 h. alors, il y a des chances que je le vois. À la base, pour toutes les raisons qu'a évoqué Emmanuel, la décompression après la grosse performance, le style de jeu, j'aurais plutôt dit un match nul. Mais vu la confiance accumulée et vu les performances aussi à la Baie des Champs, faut le Ouais. signaler, les très gros matchs contre Brest et contre Rennes récemment. Je dirais plutôt 2-1 aussi pour Auxerre et avec, si possible, un penalty raté par Stefanoko. On se recroisera au match retour et on te donnera des nouvelles de Sinayoko, Naïm. Exactement. Moi, pour mon prono, pour terminer, j'irai aller sur une victoire de 0, on va dire, de la GIA. Victoire de 0, ce serait un très très bon résultat, effectivement. Je suis désolé, dans le chat, il y a eu pas mal de questions ce soir. C'est pas que je veux pas vous répondre, simplement qu'on est un petit peu serré en temps. Notamment, ça parlait du poste de numéro 9 sous Pellissier. C'est vrai que c'est très peu scoreur. Finalement, la saison dernière, on a Ayer et Onaiwu qui finissent à 15 buts chacun, mais dans des registres presque différents, avec Ayer qui performe beaucoup sur la deuxième partie de saison, presque à sauver l'équipe sur les mois de janvier et février. C'est vrai qu'on a des neufs très travailleurs, à l'image de Sinayoko, à l'image de Théo Baird, de Florian Ayer, peut-être un peu moins scoreurs, mais finalement qui se mettent au service du collectif, et donc forcément un peu moins présent peut-être devant le but pour terminer. C'est peut-être l'explication que je donnerais. Après, effectivement, peut-être qu'à la longue, ça va nous devenir préjudiciable. On verra. Parce qu'on voit Sinayoko, pas beaucoup on voit pas beaucoup d'énormes ratés, non, de ce que j'ai pu voir de vos avançants. C'est juste ouais. ils sont pas à la finition justement des actions comme tu le disais. Alors il y avait quand même la stat Ado Onaiwu qui au bout de 2 journées avait eu 4 grosses occasions manquées. Au bout de 2 journées, c'est vrai que Ado Onaiwu il a une qualité de placement incroyable. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Il a peut-être ce petit problème de finition. En Ligue 2 ça passe, en Ligue 1 généralement il y a quand même un petit peu plus de difficultés à terminer. Il faut aller plus vite, plus fort. Donc voilà. Donc ce problème de la question du numéro 9 aussi, c'est Nayoko qui sera peut-être reconduit contre le SCO, à voir, parce qu'une équipe qui va jouer plus bas, on aura moins d'espace dans la profondeur. Donc forcément, ce sera pas le même match. On verra qui privilégie, enfin, qui sera privilégié au poste de numéro 9. Théo Baird, peut-être, pour plus d'apport physique, en déviation aussi. On verra. En tout cas, on n'en est pas là. Je crois qu'on a terminé. Naïm, on n'est plus que tous les deux. Emmanuel et Nico nous ont quittés. On n'est que tous les deux. En tout cas, c'était un plaisir de débriefer ce match avec toi. J'espère que on pourra t'avoir pour le match retour. Vraiment, c'était un plaisir. Un Euh, plaisir, ouais. Plaisir Merci. partagé, c'était génial. Comme je vous ai dit, hein, c'est un club que j'apprécie particulièrement, hein. Vous avez eu des très très beaux joueurs dans l'histoire Eh oui. du championnat de France. Les Chiffos, les Mexès, Cissé.
Boumsong, enfin vraiment des générations extraordinaires, Laurent Blanc, C'est Lamouchi. vrai. Donc voilà, c'est un club que j'apprécie beaucoup. C'était un plaisir. Et ben, si je suis réinvité au retour, je serai présent Bien sûr, sans problème. bien sûr que je serai invité. Un petit coucou aussi à Bilal de la Minute OM, hein, très très sympa le contenu sur YouTube, l'émission de jeudi soir dans laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Donc voilà, dans le chat, je vois beaucoup de victoires et de matchs nuls, pas de défaites, pas mal de victoires. J'ai oublié de vous afficher le classement brièvement. On voit qu'il y a Monsieur Sapiens qui est en tête avec 4 points. Derrière, ça se suit. Effectivement, il y a eu que 2 journées de l'instant prono, donc forcément, il y a du mal ça a du mal à se décanter pour le moment. Mais Monsieur Sapiens qui prend déjà la tête pour le moment en tête avec 4 points, 2 bons résultats. Donc, si vous voulez faire des paris sportifs, contactez Monsieur Sapiens. En plus des résultats qui n'étaient pas faciles à prévoir. Naïm, merci beaucoup à toi. Dans le chat, merci également à vous. Vous avez été nombreux encore ce soir. C'est un plaisir de vous avoir nombreux et participatifs. Vraiment, ça fait plaisir pour le travail accompli. On a encore dépassé les 1 heure maximum d'émission. On est à plus d'une heure et quart, voire 1h20. Genre, je m'excuse pour les gens qui écoutent ça en replay sur Spotify ou sur YouTube. En tout cas, ce sera posté dès demain. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve du coup d'ici 15 jours pour débriefer le match contre Angers. En attendant, prenez soin de vous. Profitez de votre journée demain pour ceux qui profitent du jour férié. Et puis après, bon courage pour votre semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Et puis, allez la GIA. Au revoir, bonne soirée.